Alors, bonjour à toutes et tous, il est 18h05. Si vous le voulez bien, on va commencer le deuxième forum Opinion Outre-mer. Merci à toutes et tous d'être présents et plus particulièrement aux intervenants qui vont se succéder, qui vont échanger ce soir. Par ordre alphabétique, Cora Bernabé, qui est la présidente de Val Cacao, la filière du cacao en Martinique. Cyril Comte, qui est le président du groupe Citadel. Charles Larcher, vice-président du Codérum Martinique et président de l'Association martiniquaise pour la promotion de l'industrie. Pierre Monteux, directeur général de l'Union du groupement de producteurs des bananes de Guadeloupe et de Martinique. David Riemann, président de la délégation Outre-mer de l'Assemblée nationale et député de la deuxième circonscription de Guyane. Merci à tous d'être là. Alors juste, si vous le voulez bien, les règles du jeu pendant... Alors, il y a un retour avec le son. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que tout le monde m'entend bien? Ok, alors, il ne me dit rien, c'est que ça va. Donc, je disais, ce deuxième forum, pour ce qui est des règles du jeu, ça va durer maximum 90 minutes. Ça va permettre aux différents invités de commenter certains enjeux liés à l'actualité. Et l'actualité de ce jour, eh ben, selon nous, elle est triple. D'abord, un sujet qui est à la fois national, ultramarin, hexagonal, c'est la tenue depuis samedi du Salon international de l'agriculture qui se tient à Paris, porte de Versailles, et les Outre-mer y sont très fortement présents. On va donc parler d'agriculture, mais également de tourisme et de spiritourisme, on en parlera tout à l'heure, à l'occasion du Salon de l'agriculture. Le deuxième sujet, c'est les déplacements de Manuel Valls, nouveau ministre des Outre-mer, ministre d'État. Comme vous le savez, il est actuellement en Nouvelle-Calédonie pour presque une semaine entière en Nouvelle-Calédonie et il va venir aux Antilles à la mi-mars. Donc on va parler un petit peu de ce ministre, on va dire hors du commun, qui prend des positions parfois un peu audacieuses. Certains parleront plus d'embardé que de prise de position tangible et en même temps, il affirme une grande volonté pour les Outre-mer dans la République française. On en parlera avec les différents invités. Et puis le troisième sujet, c'est un sujet dont on parle beaucoup lorsqu'on parle des Outre-mer depuis quelques mois, c'est le sujet de la vie chère et de la combinaison entre les besoins de nos concitoyens ultramarins d'avoir plus de pouvoir d'achat et en même temps de respecter, d'aider, d'accompagner, de soutenir les entrepreneurs, celles et ceux qui créent des richesses au quotidien dans les Outre-mer, et comment concilier les débats sur la vie chère avec le développement de l'économie des Outre-mer. On en parlera également avec les différents intervenants. Alors, on va commencer tout de suite avec le premier d'entre eux et j'aimerais le remercier d'être là parce qu'il est en pleine actualité et il est sur le terrain. Pierre Monta, Monsieur Monteux, donc vous êtes à la tête de la filière banane en Martinique et en Guadeloupe. Vous êtes présent sur le Salon de l'agriculture. Alors, comme vous êtes dans cet événement national dont nous tenons à saluer la tenue tous les ans, parce que pour Opinion Internationale, l'agriculture, les paysans, les ruralités font partie évidemment des richesses et plus de l'identité même de la France. Et donc la tenue de cet événement, qui est un des plus importants événements parisiens chaque année, est très important. Et donc vous êtes sur place. Oui, Comment se passe déjà l'ambiance depuis 2 jours? Racontez-nous un peu et comment se alors, porte la banane au Salon de l'agriculture? alors comme d'habitude, il y a toujours énormément de monde depuis l'ouverture du Salon de l'agriculture samedi pour cette manifestation qui va durer 9 jours. Toujours un grand succès sur notre stand. On est effectivement positionné dans le hall 2-2 avec les grandes filières végétales françaises. Euh, et effectivement, on a énormément de monde qui viennent découvrir nos métiers, découvrir notre filière, redécouvrir notre fruit et le consommer. Donc c'est toujours un moment important pour nous ce salon d'agriculture puisque ça nous permet d'être en contact avec nos clients, nos consommateurs, de pouvoir échanger. On en profite d'ailleurs pour cette manifestation de faire
venir un grand nombre de nos producteurs de Guadeloupe et Martinique pour qu'ils puissent expliquer leur métier, leur passion pour la culture de ce fruit. Donc c'est vraiment donc un moment fort dans la vie de nos coopératives, qu'elles soient guadeloupéennes, martiniquaises et pour effectivement la structure UGPBAN, D'accord. l'Union des Alors, groupements. Monsieur Monte, la question en fait que je voulais vous poser, j'avais deux, trois questions parce que on enchaîne un peu comme sur le mode d'interview, on va dire à la télévision. J'ai une question toute simple. Comment se porte la banane de Guadeloupe et de Martinique en 2025? En 2025, on a une position qui est un peu partagée au niveau de notre activité, hein. Donc, c'est vrai que à l'occasion de ce salon de l'agriculture, on va fêter les 10 ans du concept de l'innovation de la banane française. Il y a 10 ans, effectivement, on a lancé ce concept de la vente de notre produit en rubané, donc en rubané, et non plus avec une vente au kilo, mais à l'unité. C'est une segmentation qui a été qui en 10 ans donc a beaucoup progressé, hein, puisqu'on est parti de zéro et aujourd'hui elle représente quasiment 45 000 tonnes, c'est-à-dire 5% du marché de la consommation. Donc on va fêter effectivement ces 10 années, mais dans le même temps, donc il y a quand même beaucoup de nuages qui sont au-dessus de notre tête aujourd'hui. Notre filière, donc, elle est fragile. Elle est fragile parce que effectivement, on a aujourd'hui des capacités de production qui sont limitées, comme beaucoup d'ailleurs d'autres filières agricoles françaises. On est un peu corseté par une réglementation qui est de plus en plus contrainte. On nous a demandé beaucoup d'efforts à faire en matière de transition agroécologique. On s'est résolument engagé donc dans cette transition, on va dire écologique, depuis 15 ans maintenant, avec les plans de banane durable qu'on a pu exécuter, qui nous ont permis d'avoir des résultats tout à fait factuels et tangibles, hein. On est aujourd'hui l'une des rares filières, si ce n'est la seule, à avoir réduit la consommation des produits phytosanitaires de plus de 80%, c'est-à-dire qu'on est allé au-delà des objectifs du plan éco-phyto de 2008. On a mis en place des itinéraires techniques qui sont extrêmement vertueux. On n'utilise quasiment plus d'herbicides puisque nos bananeraies sont enherbées, mais on est en climat tropical et tout ça coûte très cher. Tout ça coûte vraiment très cher. On y reviendra peut-être au cours de cette interview. Donc ça, effectivement, c'est un premier aléa. Et puis le deuxième, enfin c'est une première donnée. Et puis la deuxième donnée, c'est qu'on a aujourd'hui aussi une maladie qui dévastatrice, on va dire, hein, la cercosporiose noire, qui est une maladie foliaire qui attaque le capital foliaire de la plante. En elle-même, c'est pas mortel puisque donc elle est présente sur l'ensemble de la planète banane, aussi bien en Afrique qu'en Amérique latine. Mais nous, on doit la combattre dans des conditions qui sont très sévères. Et les moyens qui sont à notre disposition au cours des 10 dernières années ont quasiment disparu. Et tout ça donc a des répercussions sur Et, nos rendements, sur et, la qualité de notre produit. et est-ce que l'État français est à vos côtés? Est-ce que la communauté nationale est à vos côtés? Parce qu'effectivement, la banane des Antilles, enfin voilà, c'est quand même un des fruits les plus connus, j'ai envie de dire, dans le monde. Et ça fait partie, et ça, elle concourt j'ai envie de dire, à l'excellence à la fois de l'agriculture et de la gastronomie française. Est-ce que vous êtes soutenu par l'État français? Oui, vous avez tout à fait raison. On participe à des mots qui sont un peu à la mode, hein, la souveraineté alimentaire, puisque donc aujourd'hui, on participe à cette souveraineté alimentaire, d'abord sur nos territoires, puisque sur nos territoires, c'est aussi donc une donnée importante. Aujourd'hui, 100% des bananes qui sont consommées en Guadeloupe et en Martinique sont produites en Guadeloupe et en Martinique. 22-23% des bananes, malheureusement, donc cette part de marché donc a diminué, mais on participe quand même à quasiment 25% à la souveraineté alimentaire de la consommation de bananes en France hexagonale. Il faut savoir que la banane est aujourd'hui donc le fruit préféré des Français, puisqu'elle est même plus consommée que la pomme. Quant au soutien donc de l'État français, parfois donc il est difficile à voir. En toute honnêteté, parfois donc il est difficile à voir parce que on a quand même ce réflexe au niveau de la France de de retranscrire donc les textes européens, donc en y rajoutant un peu plus de normes, en mettant aussi donc des contraintes. Enfin, je vais vous prendre donc un exemple assez factuel et un exemple assez
récent, hein. L'usage des drones, par exemple, qui aujourd'hui donc est autorisé au niveau de l'Union européenne, mais il faut une disposition réglementaire donc pour que l'État membre puisse utiliser les drones. Ça fait 18 mois qu'on attend cela. Ça fait 18 mois qu'on attend effectivement que un ministre de l'Agriculture prenne un décret ou qu'un parlementaire vote une loi. Alors récemment, donc, il y a des propositions de loi qui ont été votées par le Sénat et par l'Assemblée nationale, par des députés qui sont d'ailleurs des députés donc hexagonaux, hein, mais avec des restrictions, donc encore une fois, qui mettent à mal ou qui annihilent donc cette avancée. Où globalement, donc, on va sélectionner certains produits qui pourront être pulvérisés, puis pas d'autres et elle me demandait pourquoi. Des fois, donc, on n'a pas assez de visibilité. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, on sait hein, que le contexte politique est pas simple. On sait que la contrainte financière, elle est là. Mais parfois, donc, c'est même pas donc des finances supplémentaires qu'on demande. C'est de libéraliser ou de libérer nos énergies de producteurs pour qu'on puisse produire dans des conditions correctes. Correctes. D'accord. Et alors, vous le savez, Manuel Valls, ministre des Outre-mer, ministre d'État, ancien Premier ministre, qui est très volontariste et qui en même temps, voilà, secoue un peu les lignes avec, en surprenant un petit peu, on va dire, beaucoup d'observateurs. Il est attendu aux Antilles à la mi-mars. Est-ce que vous attendez, comment dire, est-ce que vous avez des attentes particulières? Est-ce que vous avez un message? Bien chargé. On sait effectivement qu'il doit venir sur les territoires antillais mi-mars. Nous, ce qu'on veut lui faire passer, c'est effectivement aujourd'hui, c'est un dossier donc avant tout politique. Je veux vous rappeler donc une décision politique qui a été prise donc il y a très longtemps, en son temps donc et le dossier banane a été réglé donc en 5 minutes. Hein. C'est lorsque le général de Gaulle avait créé donc la règle des 2 tiers, 1 tiers en 1958, puisque la banane ne faisait pas partie de la PAC au moment du traité de Rome et le général de Gaulle donc avait dit l'approvisionnement donc de la France se fera à 2 tiers par les Antilles et à 1 tiers par l'Afrique. Et cette règle, qui était une règle très politique, qu'il a prise assez rapidement, elle a perduré pendant quasiment plus de 35 ans, puisque donc jusqu'en 1993. Donc ce qu'on attend aujourd'hui, nous, de nos politiques et du ministre d'État Manuel Valls, c'est effectivement donc d'avoir ce même déterminisme, cette même détermination politique à se dire on veut qu'il reste de la banane française, qu'il reste de la banane donc des Antilles, des Antilles. C'est surtout ça qu'on attend. C'est surtout qu'il libère nos énergies. On est là pour travailler, on aime nos territoires, on aime notre production, on aime ce que l'on fait, on est des chefs d'entreprise et on veut être donc effectivement au rendez-vous par rapport à ça, si les politiques le sont. Alors, une dernière question, Monsieur Monteux, et après je vais vous laisser retourner dans la foule du Salon Merci. international de l'agriculture, auquel nous irons aussi, et j'invite tous les participants de ce forum et ceux qui nous écouteront ensuite en replay à y participer nombreux. C'est aussi une façon de soutenir nos agriculteurs et notamment ultramarins. Vendredi à 11 heures, vous allez organiser sur le Salon de l'agriculture une table ronde sur le juste prix. Et finalement, c'est-à-dire le juste prix, ben, pour les producteurs, pour les distributeurs, pour les consommateurs. Et finalement, j'ai trouvé cette formulation très intéressante parce que on parle beaucoup de vie chère, mais est-ce que la vie chère, c'est pas aussi une question de détermination du juste prix? Donc, c'est quoi le juste prix pour vous de la banane guadeloupéenne et martiniquaise? Bah, le juste prix, c'est le prix qui devrait revenir à nos producteurs pour qu'ils puissent, je dirais, vivre décemment. C'est pas pour devenir riche, hein, c'est pour qu'ils puissent vivre décemment de leur travail. On n'est pas des mendiants, on n'est pas là pour effectivement faire la manche auprès donc de subventions, de choses comme ça. On veut vivre de notre travail. Alors effectivement, il y a un certain nombre de choses qui ont été faites au niveau commercial. Je l'ai évoqué avec la banane française. Il y a d'autres éléments aussi qui sont à prendre en considération, mais c'est surtout vivre décemment
et faire en sorte que tout le monde puisse s'y retrouver. Alors c'est clair qu'effectivement, aujourd'hui, donc, comme je l'ai évoqué, on est donc dans un monde libéralisé, on est dans un monde hyper concurrentiel où on a des bananes d'autres origines qui arrivent sur le marché qui ne sont pas le même produit que nous, manifestement. Et aujourd'hui, on a un peu le sentiment que on n'est pas protégé donc par l'Union européenne parce que à un moment où on entend que certains pays augmentent leurs droits de douane, bah nous on a un droit de douane qui a baissé sur la banane de 100 euros la tonne en 10 ans. 100 euros la tonne, c'est énorme sur Ouais, 4 millions bien sûr. 500 000 tonnes qui sont importées de ces pays-là. C'est 450 millions d'euros qui sont finalement donc renvoyés à ces producteurs qui nous font une concurrence quasi déloyale. Donc c'est surtout ça, c'est d'assurer un revenu décent pour nos producteurs. D'accord. Merci, merci Monsieur Monteux. Est-ce qu'il y a un dernier message que vous vouliez faire passer? Non, vous avez évoqué effectivement cette table ronde qui va avoir lieu sur le stand de la coopération agricole. Elle a lieu à 11 heures et j'invite effectivement tous vos téléspectateurs ou toutes les personnes qui vont regarder cette table ronde de venir parce qu'il y a des intervenants qui sont très intéressants et je pense que les débats seront passionnants. Merci beaucoup. Ah, très bien. Merci, merci à vous. Bon salon de l'agriculture, on s'y verra certainement. Et puis, bonjour à tous les producteurs et de la banane antillaise, cette banane française à laquelle nous sommes tous très attachés. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au Merci. revoir. Alors l'intervenant suivant, ça devrait être le député d'Aviryman, mais il a un problème de connexion. Il est actuellement en Guyane, qui est sa circonscription, son territoire d'où il est originaire et dont il est député. Je suis Donc là. si vous... Ah, vous êtes arrivé. Parfait. Monsieur Riemann? Oui, monsieur Top, c'est bon, bonjour, je suis là. Ah, c'est toujours dans l'actu à dernière minute que les choses se font et se font bien. Merci à vous d'être présent. Donc comme je le disais, vous êtes en Guyane aujourd'hui. Merci de vous être libéré. Merci de prolonger un petit peu ce qu'on avait initié lors du premier forum Opinion Outre-mer. Parce que dans le premier, nous avions l'honneur de la présence et de la participation. Et d'ailleurs, je crois qu'elle est présente également ce soir de Madame Micheline Jacques, qui est votre homologue du Sénat, puisqu'elle est présidente de la délégation aux Outre-mer du Sénat. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous avoir comme président de la délégation Outre-mer de l'Assemblée nationale. Et je suis d'autant plus content de vous avoir que vous êtes un jeune président de délégation Outre-mer quand même. Alors, vous avez, je crois, 45 ans, mais c'est une grande qualité de vous trouver à la tête de cette délégation très importante, évidemment. Vous êtes membre du groupe Gauche démocrate et républicaine à l'Assemblée nationale, si je ne me trompe pas, du groupe communiste. Et vous êtes membre du PLD, alors vous me direz si je me suis trompé, mais du collectif pour la Guyana décollée. Est-ce que c'est juste? Alors, oui, je suis membre du groupe GDR à l'Assemblée nationale, qui est une composante communiste et ultramarine. Et le collectif pour la Guyane décollée, qui est un collectif qui était là par rapport aux événements sociaux de 2017, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Très bien. Donc, je n'ai pas pour l'instant, je ne suis rattaché à aucun parti politique. D'accord. Alors la première question que je voulais... Donc vous êtes un indépendant, il n'y a pas beaucoup d'indépendants à l'Assemblée nationale, je crois bien. Oui, j'ai ma liberté de parole, de choix, tout ce que vous voulez. Je suis raccroché à aucun parti politique pour le moment. D'accord. Alors la première question que je voudrais vous poser, elle concerne les débats sur la vie chère qui ont pris une importance certaine dans les débats ultramarins. Et il y a une chose que j'aimerais comprendre. Il y a une proposition de loi à l'Assemblée nationale qui est portée par la socialiste Madame Bellet, qui est soutenue plutôt par beaucoup d'élus de gauche, quelques également élus Rassemblement national, je dois le dire au passage. Et puis vous avez une PPL, une proposition de loi qui, elle, est portée au Sénat par le sénateur Lurel, que tout le monde connaît, qu'il était également par Philippe Bas, qui est devenu, comme on le sait depuis une semaine, membre du Conseil constitutionnel. Alors, ça fait pas un peu désordre, toutes ces propositions de loi qui vont dans tous les sens, et j'ai envie de vous dire comment vous prenez, comment vous abordez la question de la vie chère dans les Outre-mer vous-même, Monsieur le Président de la délégation Outre-mer de l'Assemblée nationale. Alors, si les propositions de loi sont complémentaires par rapport à ce qu'il peut y avoir dedans, parce que
il peut y avoir plusieurs propositions de loi pour le coup sur un même sujet qui n'ont pas forcément les mêmes articles avec les mêmes finalités. Et donc, si ces propositions de loi successives sont complémentaires, ça ne me pose aucun souci, ça va dans le bon sens. Ensuite, si par contre, effectivement, ces propositions de loi disent la même chose sur le fond, sur la forme, oui, ça peut faire un peu désordre et ce ne serait pas pour moi une cohérence dans le travail que nous avons à faire. Dans le débat actuel qui est autour de la vie chère, pour ma part, l'analyse que j'en fais, bon, les propositions là qui viennent, je veux dire, ce sont des pierres à mettre sur l'édifice en question. Mais sauf que, je rappelle que la loi sur l'égalité réelle, la loi dite EROM, qui a été votée et mise en œuvre en 2012, euh, aujourd'hui, est-ce qu'on a fait le bilan de ses effets, de tout ce que ça peut amener comme positivité pour nos territoires? Bon, la réponse est non, parce que moi, je pars du principe, avoir une loi qui a un tel nom déjà, met en évidence les disparités qu'il y a au sein même de la même République. Derrière, aujourd'hui, sur la question de la vie chère, pour effectivement avoir un travail efficient sur le sujet, il faut revoir les modèles économiques de nos territoires. Parce que, après avoir travaillé avec différents universitaires économistes, le problème qui est posé, c'est qu'on a des systèmes, on a les systèmes économiques de nos territoires qui ont été dupliqués depuis lors. Et donc, ce sont les mêmes finalités qui se mettent en œuvre. Donc, aujourd'hui, au-delà des propositions de loi qui pourraient être mises en œuvre à différents moments dans la vie parlementaire de la nation, c'est vraiment aujourd'hui, c'est quel système économique, quel modèle économique conviendra à nos territoires. Ensuite, quand je dis nos territoires, c'est territoire par territoire, voir ce qui conviendrait par rapport à ces réalités. Mm. Est-ce que vous êtes d'accord à ce que je vais vous dire? En échangeant avec beaucoup de politiques, de chefs d'entreprise, d'acteurs de ces débats sur la vie chère, je suis assez effaré, pour tout vous dire, par le fossé qu'il y a entre la perception de cet enjeu sur la vie chère par des politiques, et quelque part de tous bords d'ailleurs, et les chefs d'entreprise, les acteurs économiques qui créent de la richesse, qui créent de l'emploi, qui créent du lien social. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce fossé d'appréhension entre les politiques d'un côté et les acteurs économiques de l'autre? Oui, alors, sans assez d'accord pour plusieurs raisons. La première, historiquement, quand on regarde l'évolution de nos sociétés, elles ont toujours été impactées en majeure partie, cette évolution-là, par rapport à l'évolution de l'économie en elle-même. C'est bien le monde économique qui a toujours impulsé, qui a toujours très, très, comment dire ça, a très influencé les évolutions de nos sociétés. Maintenant, de savoir, aujourd'hui, en tant que le monde politique, il a toujours mis en exergue la demande de certains. Aujourd'hui, ce qu'il faut se dire, il faudrait changer aussi l'approche et de dire, est-ce que le monde économique fait partie des pierres angulaires de notre société? La réponse est oui. On ne peut pas faire ça, donc il faut qu'il y ait des échanges, des allers-retours, euh, j'ai envie de dire, nourris, euh, pour ne pas dire autre chose. Mais parallèlement aussi, il faut que dans ces jeux d'allers-retours, dans les discussions, les exemples des politiques publiques, il faut qu'il y ait un intérêt commun. Il faut que ce soit gagnant-gagnant. Autant pour l'entreprise qui se mettent en place parce qu'effectivement, ce ne sont pas des philanthropes, mais autant aussi pour les personnes qui vont travailler dans toute cette sphère-là. Je reprendrai les mots de Christine Lagarde, qui il y a quelques mois, qui disait, elle était invitée dans un talk show aux États-Unis, donc qui est l'ancienne responsable du FMI, qui est à la tête de la BCE. Elle-même, elle disait qu'aujourd'hui, on arrive à un déséquilibre trop important, il n'y a pas assez de redistribution au niveau de la richesse produite. Donc, il y a les salaires qui n'ont pas évolué depuis un certain nombre de temps, tous ces éléments font qu'aujourd'hui, il y a un déséquilibre qui font qu'il y a de trop fortes tensions. Il faut rééquilibrer les choses. Donc, c'est bien pour cela. Est-ce que oui, le monde économique, il y a une certaine distance avec le monde politique? La réponse est oui. Mais derrière, si on doit pouvoir se parler, discuter, mais poser les choses. Véritablement que ce soit un fonctionnement gagnant-gagnant. D'accord. Une question plus, on va dire, plus politique. Euh, il y a d'ailleurs, par exemple, un projet, une autre proposition de loi au Sénat qui est portée par des sénateurs qui parlent pour l'action de l'État dans les Outre-mer d'un choc régalien. Actuellement, Manuel Valls est en Nouvelle-Calédonie pour toute une semaine de rencontres, d'échanges. On sait les violences qui ont secoué et qui ont meurtri la Nouvelle-Calédonie l'année dernière. Il y a eu en Martinique également l'année dernière, à l'automne,
de très très fortes violences. Au départ, c'était un mouvement contre la vie chère, mais très vite, on a vu que bah, la violence a semé le trouble dans la Martinique et semé la terreur auprès de beaucoup de Martiniquais ou très, très au-delà. Quelle est votre perception des besoins? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée portée encore une fois par certains sénateurs? Et c'est là que j'aurais dû parler de Philippe et Victorien Lurel parce que c'est eux qui en ont été les porteurs, également avec Micheline Jacques, la présidente de la délégation Outre-mer du Sénat. Ils parlent d'un choc régalien. Ils disent pour un choc régalien. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela, Monsieur Rimal? Mais ça veut dire quoi pour un choc régalien? Derrière le choc régalien, on met quoi? Si c'est une question purement sécuritaire, je suis pas du tout d'accord avec cette approche-là. Aujourd'hui, je rappelle que le fait que les anciennes colonies historiques les plus vieilles, donc Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, en 1946, lorsqu'elles sont passées en département de France à part entière, la République devait garantir l'accès équitable, et pour ne pas dire égalitaire, à tout un certain nombre de dispositifs. Sauf qu'aujourd'hui, plus de 70 ans après, on voit que cette égalité régalienne, non, ça n'a été que le nom. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y a trop de disparités, il y a trop et je dirais même que l'État le sait très bien. L'État a fait preuve de non-volonté, l'État a fait preuve de fainéantise intellectuelle par rapport à nos réalités diverses et variées. Donc, partant de ce principe-là, ça dépend de ce qu'on met derrière le choc régalien. Parce que je rappelle encore une fois que le fait d'être département de France aurait dû nous garantir cette égalité régalienne. Juste comme observation. Je rappelle qu'en 46, nous devenons des départements de France. Ce n'est que dans les années fin 80, début 90 que les minima sociaux, à l'instar de l'Hexagone, s'appliquent plus ou moins sur nos territoires. Donc, il aura fallu plus de 40 ans. Donc, vous voyez bien que c'est une question de volonté, de vouloir faire les choses comme il se doit. Et non, si pour faire des textes de loi sur des textes de loi qui vont rien garantir derrière, bon, c'est, moi, ça dépend vraiment de ce qu'on met derrière le choc régalien. Mhm. Deux autres questions. Grosso modo, il y a ceux qui disent que sur les Outre-mer, il faut des adaptations institutionnelles très régulièrement. Certains parlent d'autonomie, de rupture, d'indépendance, et d'autres diront il faut mieux travailler justement sur l'égalité sociale, sur le développement économique, culturel, social des Outre-mer. Vous, vous êtes plutôt solution institutionnelle ou solution économique, sociale et culturelle? On vient de sortir un rapport sur, dans nos territoires sur l'évolution institutionnelle. On voit bien que selon les territoires, les positions sont diverses et variées. Et si vous regardez bien l'histoire de chaque territoire, ces positions diverses et variées sont en lien avec l'histoire intrinsèque de ces territoires-là avec la République. Donc, de facto, ce n'est pas une réponse généraliste. C'est territoire par territoire on apporte des propositions, je dirais. Mais si vous regardez bien la proposition de chapeau qui est faite dans ce rapport, il est clairement dit que l'État devra accompagner les territoires qui souhaitent une évolution. Le paradoxe dans tout ça, c'est que même les territoires qui veulent rester dans l'article 73, hein, c'est ce qui est défini aujourd'hui pour les départements français d'outre-mer, il y a une volonté d'évolution sur avoir des compétences particulières comme par exemple la Réunion qui veut des compétences en matière d'affaires étrangères, de tout ce qui est diplomatique par rapport à ses pays voisins, parce qu'elle voit qu'il y a un intérêt par rapport à son environnement géographique. D'autres territoires comme la Guyane demandent une autonomie la plus large possible, à l'instar de la Nouvelle-Calédonie, parce que l'État n'arrive pas à répondre aux réalités de nos territoires. Et donc, certains auront des positions idéologiques, où est-ce qu'il y aura il y aura les mouvements indépendantistes qui, eux, appellent à l'indépendance des territoires parce que ils estiment que ça va dans le sens de l'histoire. D'autres, comme moi, politiquement, qui sont plus dans le pragmatisme et avoir de l'action efficiente dans l'action publique, je dirais aujourd'hui par rapport à l'histoire, par rapport à la réalité de mon territoire, je souhaite l'autonomie la plus large possible afin que les élus de Guyane puissent avoir des liens directs, des échanges directs avec les pays voisins pour pouvoir négocier un certain nombre de choses, tout en restant dans la République. Donc, vous voyez, ça va dépendre de l'histoire, ça va dépendre du territoire, ça va dépendre de sa réalité économique, sociale, géographique. Il y a plein de paramètres à prendre en ligne de compte pour prendre des décisions, j'ai envie de dire, les plus idoines possibles. Une question dont on parle aussi beaucoup depuis quelques mois, qu'est-ce que vous pensez de ces députés qui participent à des débats sur la décolonisation des Outre-mer? Alors ça, c'est une chose, mais qui même se sont rendus à Bakou, en Azerbaïdjan, et qui voilà, flirtent un petit peu avec une puissance qui clairement dénonce la France comme étant une puissance coloniale et qui
promeut clairement un détachement des Outre-mer de la République française. Qu'est-ce que vous pensez de votre collègue qui se prête à ce genre de comportement? Alors, on l'a vu en Nouvelle-Calédonie, on l'a vu également dans les Antilles. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur le député? Alors, moi, bon, par principe, je ne fais pas de jugement de valeur. Mais la première chose que je pourrais dire, c'est que ces élus-là, ces députés-là, ils sont cohérents avec leur mouvement politique. Ce sont des députés qui sont dans des mouvements politiques indépendantistes et ils sont en cohérence avec leur ligne politique au départ. Ensuite, la question qui est entre l'Azerbaïdjan et la France sur la question des ingérences étrangères et toutes ces choses-là. La France a des difficultés diplomatiques avec l'Azerbaïdjan et on sait très bien que c'est euh, par rapport à l'Arménie. La France a pris une position. Bon, derrière, est-ce que c'est bien ou pas bien? Si on doit pousser le curseur, je dirais que ben, si on fait le parallèle, la France aujourd'hui a des accords économiques, des échanges économiques avec des pays où ce sont des dictatures. Je prendrai juste un exemple. Je prendrai l'Arabie Saoudite. On connaît le fonctionnement. Oui, mais l'Arabie Saoudite ne prône pas la décolonisation des Outre-mer, Oui, c'est-à-dire... mais j'y arrive. J'y arrive. Comme je vous l'ai dit, la différence qu'il y a, c'est que l'Azerbaïdjan, diplomatiquement, est en tension avec la France. Donc, il y a un jeu qui est en train de se faire de la part de l'Azerbaïdjan pour essayer de bien troubler l'écart. Mais si on est honnête intellectuellement, on pourra dire que l'Azerbaïdjan vient souffler sur des braises existantes déjà. Il n'y avait pas de tensions entre les Outre-mer et la République à différents niveaux et à différents moments dans notre histoire. Je pense que l'Azerbaïdjan n'aurait aucun poids ou sa voix ne serait pas plus importante que cela. Elle utilise déjà des failles existantes. Je veux dire, c'est à l'État, c'est à la République de combler ces failles avec ces territoires-là pour que ces pays-là n'aient pas plus de poids que ça. Donc, c'est bien à nous de régler, j'ai envie de dire, nos affaires ensemble afin que les potentiels ingérences extérieures qui ne viennent pas rajouter plus de difficultés que l'on a déjà, pour moi, ne soient que une histoire légère et pas plus que ça. Mhm. Une dernière question, Monsieur Riemann, Monsieur le député et président de la délégation Outre-mer de l'Assemblée nationale. Manuel Valls est attendu normalement dans les Antilles à mi-mars, il est en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que vous avez une attente particulière de lui? Vous connaissez son parcours, c'est une personnalité qu'on entend, qu'on n'écoute pas toujours, mais qui a évidemment un poids politique extrêmement fort. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous l'avez rencontré? Est-ce que vous attendez quelque chose de lui? Bon, je vais vous répondre avec une très grande honnêteté. Je n'ai pas là pour avoir la langue de bois, c'est te raconter des histoires. Manuel Valls est un ministre de plus, comme il y en a d'autres avant lui, et je pense qu'il y en aura d'autres après lui. Si l'État n'a pas la volonté de réformer singulièrement les relations qu'il y a entre l'État, donc la République, et les territoires éloignés dits d'outre-mer, euh, on va changer de ministre tous les 4 matins, et le fond ne changera pas. Donc, je n'ai pas d'attente particulière du ministre Valls, si ce n'est qu'il puisse avoir une écoute particulière et que des décisions courageuses soient prises. En tout état de cause, il y a des territoires qui ont fait les demandes d'évolution, de modification. On voit que géopolitiquement, la France est en difficulté. On voit que diplomatiquement, la France a eu un très fort recul au niveau de la planète parce que des choix politiques ont été faits par cette présidence-là qui font que ça a mis la France en difficulté diplomatiquement. Et donc, on voit que la France est chahutée un peu de partout. Donc, les territoires dits d'outre-mer qui permettent à la France d'avoir ce rayonnement mondial sont un atout pour la France aujourd'hui. Mais à savoir maintenant, est-ce que cet atout-là, qui est prôné inlassablement par beaucoup à longueur de temps, a un retour, j'ai envie de dire, direct, positif pour ces mêmes territoires-là? La réponse aujourd'hui, bon, nous la connaissons. C'est à savoir si nous avons la capacité, si nous avons la volonté, si nous avons l'intelligence collective de revoir cette relation-là historiquement et permettre à ces territoires de sortir de leur situation que l'on connaît, qu'on arrête de dire que les territoires d'outre-mer coûtent cher, voilà, que ce sont des gens qui aiment bien être biberonnés, des feignants et autres. Ici, il y a des hommes et des femmes qui ont envie effectivement de produire, de créer, de participer au développement, sauf maintenant, est-ce qu'on leur donne les moyens? Donc voilà tout le fond pour moi des choses qu'il faut avoir comme échange, comme discussion avec le gouvernement actuel et même demain, si demain ils veulent en changer, parce que l'année 2025 doit être vraiment définitivement une année de changement profond et durable pour les Outre-mer et la République. Je tiens à dire en substance
que Mayotte, qui aujourd'hui traverse un très gros problème suite au passage d'eau, euh, est en grande difficulté parce qu'effectivement, les réponses escomptées n'arrivent pas tout de suite ou ne sont pas prises avec les acteurs du territoire. Donc, vous voyez bien que le relationnel que nous souhaiterions avoir avec l'État n'est pas pour l'instant au goût du jour. J'espère qu'il arrivera plus tôt que tard, en tout cas pour ma part. Très bien. Alors, merci, Monsieur Riemann. Je ne sais pas si vous pouvez rester encore 5 minutes avec nous, parce que je sais que vous avez des Oui, contraintes cinq derrière. minutes, c'est bon. Voilà. Alors, si vous me permettez, j'aimerais proposer au prochain intervenant Cyril Comte, qui est le président du groupe, du groupe Citadel, qui est un des acteurs clés de l'automobile dans les Outre-mer. Si vous me le permettez, est-ce que je peux lui proposer de réagir? Je le dis à Ah, bien sûr, pas de parce, souci. parce que l'idée, c'était de créer des passerelles. C'est une des vocations d'Opinion Internationale, c'est de rapprocher les différents acteurs. Je ne sais pas si Cyril Comte est avec nous. Oui, oui, je suis là. Merci, Bonjour, Monsieur Comte. bonjour Monsieur Taube, bonjour Alors, Monsieur le député. je vous présenterai plus en détail après, mais Bonjour. on va profiter de la présence de David Riemann qui doit partir dans 5 minutes. Alors, tous les deux, le politique, le chef d'entreprise, qu'est-ce que vous auriez à vous dire tous les deux? Peut-être Cyril Comte pour réagir dans un premier temps. Euh, D'abord, merci Monsieur Riemann d'avoir partagé ces réflexions. Euh, c'est vrai que les Outre-mer, c'est à la fois un socle commun et des singularités. Et si on parle que des Drom, c'est déjà 5 singularités, mais c'est aussi un socle commun. C'est un socle commun dans lequel, en tout cas de mon expérience, alors je dirige un groupe dans le secteur automobile qui est présent sur les 5 DROM, en Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion et Mayotte. C'est vrai que de façon générale, le monde économique et le monde politique, on ne se parle pas beaucoup. Donc, on communique pas beaucoup les uns avec les autres. Et je le dis en tant que chef d'entreprise et en tant qu'ancien président du MEDEF, alors Martinique en l'occurrence, c'est même en tant que président du MEDEF, les relations avec les politiques locaux sont très modestes. On a peu de questions et donc on est en réalité très peu sollicité. Je ne sais pas ce qu'en pense d'ailleurs Monsieur Riemann. Alors, merci pour votre intervention. Donc, oui, moi, je l'ai dit, parce que M. Taub a posé une question dans ce sens-là. Et moi, je l'ai dit très clairement, oui, le monde économique et le monde politique ne se parlent pas, sauf à des moments bien précis. Moi, je suis pour, comme moi, je suis pour faire évoluer notre modèle économique, mais pour ça, il faut définir une stratégie qui soit en concordance avec le monde économique. Donc, ça veut dire, voilà l'attente du monde politique, voilà aussi l'attente du monde économique. Quels sont les chemins divergents, les chemins convergents? Et sur les chemins divergents que nous avons, comment est-ce qu'on peut rapprocher les lignes? Mais pour moi, le monde économique fait partie des pierres angulaires pour construire et faire voler notre société. On ne peut pas faire ça. Donc, moi, je suis des élus qui souhaitent qu'il y ait des passerelles et des échanges bien plus nourris et plus réguliers entre le monde politique et le monde économique à condition qu'in fine, ce soit un modèle qui soit défini, qui soit gagnant-gagnant. Je sais bien, comme j'ai dit à M. Top tout à l'heure, le monde économique, la plupart des chefs d'entreprise ne sont pas des philanthropes et on sait comment ça fonctionne. Donc aujourd'hui, c'est comment allier la pertinence d'une entreprise à se maintenir, à se développer en créant de la richesse et à côté aussi, avant à ce que des salariés soient mieux rémunérés et puissent mieux vivre par rapport à nos réalités diverses et variées. Donc, vous voyez, c'est cette volonté de chercher l'équilibre entre tout ça qui doit nous permettre en tout cas de trouver les solutions de façon collégiale et commune. D'accord. Et d'ailleurs, pour aller peut-être dans le sens de Cyril Comte, en regardant le programme de la visite de Manuel Valls en Nouvelle-Calédonie, qui dure une semaine, il y avait seulement 2 heures prévues avec le monde économique dans toute une semaine de déplacement. Et c'est vrai que c'est un peu court, j'ai envie de dire, quand on considère que les acteurs économiques sont quand même, bah et voilà, ils créent de la richesse. On peut avoir les idéologies qu'on veut, mais enfin, les employés, les salariés, les collaborateurs, les taxes également, les impôts, etc., sont les entreprises qui les apportent. Donc voilà, c'était pour aller dans le sens de ce que... Encore un mot, Cyril, pour M. Ouais, Riemann, et on va libérer M. Riemann. oui, mais c'est intéressant. Alors, je me permets de répondre à Monsieur Riemann et de continuer le dialogue parce que ce que dit Monsieur Riemann est très intéressant et je salue son pragmatisme.
Mais en même temps, j'entends à nouveau changer de modèle économique. Et changer de modèle économique, c'est un discours que, effectivement, ça fait à peu près 25 ans que j'entends. Et je n'ai jamais compris changer de modèle économique pour quel autre modèle économique. Alors, je vais terminer mon propos. D'ailleurs, je réponds aussi à monsieur Riemann. C'est clair que nos territoires, qui sont beaucoup plus, voilà, souvent beaucoup plus petits qu'on ne le fait croire, avec des entreprises finalement beaucoup plus petites qu'on ne le pense, avec un contexte, certes, où on met l'accent sur la vie chère, et c'est très bien, et c'est très pertinent de le mettre, mais on met peu l'accent sur le pouvoir d'achat. La vie chère, c'est une façon de voir les choses fermées. Le pouvoir d'achat, ce serait une façon de la voir ouverte, en croissance. Je rappelle d'ailleurs, moi ça m'avait frappé, en 2019, on a un enjeu, et il s'est passé quelque chose d'important à mes yeux, mais qui est passé totalement inaperçu. Au moment où, enfin après moi, m'être battu pendant des années en tant que président de la Journée Outre-mer Développement pour faire revenir les talents ultramarins, donc les talents d'encadrement, parce qu'on ne peut pas développer un pays sans talent d'encadrement. On a rayé d'un trait, enfin on a durci très lourdement l'abattement sur l'impôt sur le revenu qui existait pour ceux qui payent l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire principalement les cadres, et pour financer le fonds exceptionnel d'investissement réalisé en conjointement entre le ministère des Outre-mer et les collectivités locales. Personne n'a protesté, et ni dans le patronat, alors moi ça faisait longtemps que j'étais plus président du MEDEF, ni au plan politique, ni personne en fait. Mais c'était plusieurs milliers d'euros de pouvoir d'achat qui ont disparu. Aujourd'hui, il faudrait se poser la question beaucoup du pouvoir d'achat, qui est un enjeu de développement, sachant que la vie chère, c'est un enjeu de coût pas facile à résoudre. Maintenant, il y a des solutions, et quand M. Riemann parle de changer de modèle économique, bon, moi j'ai fait quelques propositions il y a quelques jours devant la délégation générale Outre-mer du Sénat. Dans ces propositions, il y a un enjeu qui est quand même très important. C'est sur la vie chère, notamment, et la vie chère pour les plus pauvres, c'est l'octroi de mer. C'est un sujet qui est objectivement qui fait un consensus général à la fois au niveau du patronat et au niveau politique pour ne pas être discuté. Pourtant, je veux dire, ne serait-ce que le rapport de la Cour des comptes régionale de l'an dernier montre à nouveau, et de multiples rapports montrent qu'il est temps de se poser la question, parce que là, il y a des enjeux de pouvoir d'achat importants sur les produits de première nécessité. Et puis, il y a les enjeux de la concurrence. Et je suis parfaitement favorable à ce qu'on les regarde, et peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Il y a d'autres enjeux, mais là, typiquement, ce sont des enjeux clairs et simples, On va dont laisser M. Riemann. les deux projets de loi en cours à l'Assemblée nationale et au Sénat ne s'occupent pas. On va laisser Monsieur Riemann conclure si vous voulez bien, et Cyril Comte, et après on va continuer la discussion, si vous le Oui, permettez. non, pas de souci. Alors, j'entends bien, Monsieur Comte. Pour moi, je mets pas en opposition les deux. Je mets pas en opposition le pouvoir d'achat comme la vie chère. Pour moi, les deux sont liés, donc je mets pas les deux face à face. Par contre, là où je peux entendre ce que vous dites, comment je parle de d'évolution de modèle économique, c'est bien qu'il faudrait que plus insister sur l'intégration dans le bassin géographique de chaque territoire pour voir maintenant tant au niveau politique qu'au niveau économique, quelles sont les opportunités qui pourraient y avoir qui permettraient effectivement de faire baisser le coût sur différentes choses. Donc, moi, je n'ai pas la science infuse, mais je prends la capacité des uns et des autres à trouver, au travers de débats contradictoires, à trouver, je l'espère, les solutions idoines et pérennes qui permettraient, un, à la fois d'avoir cette baisse du coût de la vie par rapport à la vie chère, et deux, comme je l'ai dit aussi dans mon propos, permettre effectivement une amélioration du pouvoir d'achat au travers aussi des salaires versés aux uns aux autres sur nos territoires respectifs. Donc, pour moi, il n'y a pas d'opposition de principe, mais à travailler de concert sur ces deux choses-là qui sont sur la table pour permettre effectivement, tant au niveau économique, tant aussi après aux uns aux autres, de vivre décemment dans nos territoires respectifs.
Alors merci David Riemann d'avoir participé à notre forum. Il aura lieu tous les 15 jours. On se reverra certainement très, très régulièrement et que ce soit vous-même, Micheline Jacques au Sénat, voilà, vous êtes des piliers de la politique ultramarine. J'espère d'ailleurs que le ministre des Outre-mer et l'exécutif n'oublient pas d'associer les deux chambres à leurs projets, leurs discussions, parce que je pense que c'est malheureusement pas toujours le cas. En tous les cas, C'est merci ça. pour votre accessibilité et votre disponibilité. Vous pouvez évidemment rester avec nous, mais on va continuer avec Cyril Comte et ensuite Monsieur Larcher qui prendra également la parole sur cet extraordinaire joyau de la République qui est le rhum martiniquais et le spiritourisme qui est en train de se développer. Mais on va continuer avec Cyril Comte. Merci Monsieur Riemann et bonjour Merci à vous, bonne à continuation. Guyane et à la fusée Ariane si vous la croisez dans les jours qui viennent. Pas de souci. Merci à vous. Merci à vous. Alors Cyril Comte, je me permets de vous présenter un petit peu plus. Vous avez commencé, donc vous êtes le président du groupe Citadel, qui est un des leaders du secteur automobile dans les Outre-mer. Et j'ai pensé à vous faire intervenir parce que j'ai d'une part suivi les auditions très intéressantes d'ailleurs organisées par le Sénat et Madame Micheline Jacques, présidente de la délégation Outre-mer, sur la vie chère. Et vous avez été auditionné avec d'autres acteurs de l'automobile le 13 février dernier. Et puis, j'ai vu effectivement que vous avez été non seulement président du MEDEF Martinique en 2010-2011, mais vous organisez également dans les années 2010 des journées de l'outre-mer qui visaient justement à proposer des emplois aux ultramarins, et ceci dans l'idée, en tous les cas, qui moi me paraît extrêmement importante, c'est un peu la question que je posais à M. Riemann tout à l'heure, peut-être plus que de rediscuter sans cesse de solutions institutionnelles. Peut-être que l'essentiel serait de se retrousser les manches et de travailler à la question sociale, à la création d'emplois, au développement économique, social et culturel. Donc voilà pourquoi je voulais vous interviewer. Alors, pour ce qui est on a 15 minutes maximum, donc on va aller à l'essentiel. Déjà sur le débat sur la vie chère. Effectivement, vous, en tant qu'entrepreneur, comment vous l'aborderiez? Par quel bout prendriez-vous le débat pour pouvoir sortir en fait de cette cacophonie générale à laquelle on assiste? Euh, bon, alors là, pour le coup, c'est une question précise, formulée comme ça. Si vous permettez, je ne vais pas répondre directement à la question, mais Allez-y, allez-y. euh, comment je ne l'aborderai pas, en fait, et plutôt peut-être la réponse à la question, c'est un peu la façon, malheureusement, dont il a été abordé beaucoup par nos politiques pour essayer de le résoudre, c'est-à-dire penser que l'ennemi à réduire, ce sont les entreprises ultramarines et parfois celles qui ont le mieux réussi, sachant que si on fait une expérience de pensée et qu'on imaginait qu'aucune des entreprises d'outre-mer ne prenne de la taille et un certain niveau de part de marché, à ce moment-là, on serait dans l'impossibilité de générer des prix suffisamment bas pour faire fonctionner l'économie. Donc, il faut des entreprises qui réussissent. C'est évident qu'il y a des marchés où on ne peut pas avoir un marché automobile, typiquement, c'est le marché dans lequel j'opère, à 5, 6, 7 opérateurs dans le marché. Ça ne marche pas parce que les coûts d'exploitation de ces activités sont trop élevés. Pareil dans la grande distribution, pareil dans le ciment probablement. Donc voilà, cette façon de se dire, on fait un projet de loi pour forcer les entreprises à réduire leurs marges parce que implicitement on fait l'hypothèse qu'elles gagnent trop sans vraiment analyser les choses. À mon avis, c'est pas le bon angle. Parce que moi, je vais vous dire, si on prend cet angle-là, les effets concrets seront extrêmement limités. Ils seront peut-être destructeurs, mais peu créateurs. En revanche, évidemment, il y a des solutions pour faire mieux. Là où on ne fera pas mieux, c'est que nous sommes des territoires avec des contraintes. On a des petits marchés, on est loin. Parfois, on est encore plus loin. Hein, je pense à la Guyane et à Mayotte, où l'éloignement se double des contraintes de port en eau peu profonde. Alors ça, c'est un enjeu
considérable, c'est-à-dire qu'il faut transborder pour pouvoir aller jusqu'au territoire parce que le territoire n'est pas accessible au grand cargo. On a des enjeux aussi parfois effectivement de, de monopoles qui pour eux, pour le coup, ne sont jamais traités. Donc c'est la question du port, la question du coût du débarquement des containers. Hein. Je peux vous dire débarquer un container de pneus en Martinique, il n'y a pas plus cher au monde. Bon, c'est la question bon, il y a des enjeux autour du raffinage du pétrole, par exemple. Euh, Ces questions-là, elles sont rarement traitées. Donc voilà, En revanche, il y a un angle où on peut faire mieux. Alors, il y a des choses où on ne peut pas vraiment faire mieux, il y a des choses où on peut faire mieux. Où est-ce qu'on peut faire mieux? Typiquement, l'octroi de mer, et je vous dis, il y a quelques mois, c'était pas vraiment un sujet qui me concernait beaucoup, mais j'ai commencé à m'y intéresser d'ailleurs avec la question de la crise de la vie chère, qui aura eu le mérite de faire réfléchir. L'octroi de mer est un véritable problème. C'est un Pourquoi c'est un problème? Alors, en deux mots, l'octroi de mer, alors, c'est un défi titanesque, je vous confie, mais déjà, expliquez-nous l'octroi de mer en quelques mots et pourquoi c'est un problème. L'octroi de mer, en fait, c'est un impôt qui est très ancien. Hein, c'est un impôt d'ancien régime. C'est un impôt d'ancien régime qui s'appliquait spécifiquement aux colonies, mais aussi à tout le royaume de France. Hein. On payait un octroi à chaque fois qu'on allait d'un bailliage, ou d'un comté ou d'une sénéchaussée à un autre. Il était établi en 1671 par Louis XIV et il participait du régime de l'exclusif qui faisait que, voilà, enfin, qui est typiquement associé à l'économie de plantation de l'époque. Il se trouve que cet octroi de mer a survécu à la Révolution française, là où tous les octrois qui existaient au sein de l'ensemble national ont évidemment disparu. Et aujourd'hui, bon, on se retrouve avec cet octroi de mer qui a même été installé en 2014 à Mayotte, alors que Mayotte n'a pas de production locale d'ailleurs. Hein. Et cet octroi de mer, il vise deux objectifs. Un, financer les collectivités locales. Et deux, à partir de 1981, dans le cadre de l'Europe, on lui a trouvé une légitimité pour défendre la production locale. Mais ces deux objectifs ne sont pas cohérents l'un avec l'autre. Ils sont même inversement connectés de façon inverse au plan des, au plan des incentives. C'est-à-dire que fondamentalement, les collectivités régionales qui ont la responsabilité de développer leur économie locale et donc la production locale trouvent leur financement du développement de l'importation. Et de fait, un développement conséquent. Hein. Les ressources liées à l'octroi de mer dans les Outre-mer depuis 25 ans ont été considérables. Depuis 2014, c'est 4,5% par an de croissance moyenne. C'est nettement plus que l'inflation. Et c'est une fiscalité qui a renchéri les prix, en fait, concrètement pour les consommateurs. En fait, on est là dans le débat sur la vie chère, n'est-ce pas? Alors, on est en plein dans le débat sur la vie chère. Pourquoi? Parce que même à coût égal, à ressources égales pour les collectivités, on se retrouve à faire payer tout le poids du financement sur les produits. Et parfois même sur une partie des produits et sur une partie de la production locale. Hein. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi un octroi de mer interne pour la production locale et le fameux rôle de l'octroi de mer comme soutien à la production locale, c'est le différentiel de taux par rapport à l'octroi de mer externe qui s'applique aux produits équivalents sur un code douanier. Donc, les produits, en général, c'est ce qu'achètent les gens les plus nécessiteux. On achète pour s'alimenter, pour se vêtir. J'aurais voulu vous dire, on pourrait acheter des services pour se déplacer, mais dans nos outre-mer, se déplacer, ça passe rarement par des services parce que le transport public est très compliqué, très congestionné.
Ça passe beaucoup par des produits qui sont, ben, voilà, typiquement les produits que je vends moi, hein, de l'automobile, des pièces détachées et des pneus. Alors que toute l'activité de service, elle, finalement, elle ne paye un octroi de mer que marginal sur les intrants qui lui servent. C'est paradoxal parce que la France, on a inventé un impôt que le monde nous envie, hein, qui est la TVA, qui est une taxation à la consommation et qui, elle, s'applique uniformément à tout, à tous les produits, à toutes les transactions. Euh, Si jamais on appliquait, enfin, voilà, alors des études ont été faites, il y a des études, je tiens à le dire, c'est un souci aussi démocratique. Je ne sais pas si ça existe ailleurs, ailleurs en France, mais moi je connais mieux l'outre-mer. On a constamment en outre-mer des études invisibilisées. Il y a eu à la suite du CIOM 2023 des simulations qui ont été faites. On sait que les simulations ont été faites pour remettre en cause ce régime de l'octroi de mer, elles sont invisibilisées. Il y a un rapport de la DGFiP qui a été Donc, vous invisibilisé. êtes, donc pour avancer, Cyril Comte, vous êtes pour sa suppression, clairement, et son Ah ben, remplacement par en fait alors, une fiscalité plus visible, plus transparente, n'est-ce Alors pas? d'abord, je suis. Alors c'est un impôt ancien qui a la faveur des industriels locaux. Bon, ben, il faut laisser aux industriels locaux cet octroi de mer qui objectivement n'est pas très tourné vers la création, hein, puisqu'aujourd'hui, si vous voulez créer une industrie nouvelle dans n'importe quel des outre-mer, ben, il faut convaincre la puissance publique locale de créer un différentiel d'octroi de mer sur la ligne de code douanier que vous allez envisager de produire. Donc, vous imaginez que là, on est déjà dans un mode d'organisation planifié qui est très ancien, qui n'a rien de moderne, qui n'a rien de flexible et qui n'a rien d'ouvert sur les nouvelles possibilités. En revanche, cet octroi de mer n'a aucun sens sur les importations. Et il vaudrait mieux évidemment mettre en place une taxation qui financerait les collectivités locales et qui s'appuierait sur l'ensemble de la consommation, à la fois de produits et de services, avec un taux visible pour tout le monde. Il y a des enjeux de transparence en Outre-mer. Les gens, en fait, il y a clairement un enjeu de confiance, hein. Je vous garantis d'ailleurs que dans nos entreprises aujourd'hui, euh, le discours politique ambiant fait que là où on avait des clients satisfaits, on commence à avoir depuis quelques mois de vraies difficultés de communication avec des clients qui ont décidé qu'on était des voleurs. Donc tout ça est un climat qui est très mauvais et finalement passer à une taxation sur la consommation, elle mérite de montrer le prix hors taxe et de montrer le prix taxé avec de façon visible pour le consommateur comme on le fait avec la TVA. De la même façon, on avantagerait grandement l'investissement. Et un des problèmes majeurs de nos territoires, c'est l'investissement public et privé. Bien sûr. Voilà un premier élément. Le deuxième élément où on a beaucoup de progrès à faire, ben, c'est la concurrence. La, C'est-à-dire, la, 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 la concurrence n'est pas adaptée à l'environnement outre-mer tel qu'elle est envisagée aujourd'hui par l'autorité de la concurrence. Si vous prenez mon métier, par exemple, euh, j'ai racheté l'an dernier la franchise Volkswagen en Guadeloupe. Donc, à partir du moment où le dossier est supérieur à 5 millions d'euros, vous devez monter un dossier pour avoir l'aval de l'autorité de la concurrence. Alors, Volkswagen en Guadeloupe, c'est 4% de part de marché. Euh, Inutile de vous dire que nous sommes de loin le plus petit acteur de la distribution automobile en Guadeloupe. Nos concurrents ont 5, 6, voire 10 fois cette part de marché. Donc évidemment, c'est un enjeu sur la structure de coût important. Pourtant, au moment de faire le dossier, eh bien, vous mettez en valeur simplement le nombre de points de vente que vous allez exploiter face au nombre du point de vente exploité par vos concurrents. Inutile de vous dire que je n'ai pas eu de difficulté à avoir l'aval de l'autorité de la concurrence, mais j'aurais eu aussi peu de difficultés à racheter une concession qui aurait fait 30% de part de marché. Donc là, il y a un problème. Il faut que l'autorité de la concurrence adapte son filtre à l'environnement ultramarin et utilise les parts de marché. Le sujet est le même au demeurant avec les mètres carrés dans la grande distribution.
ou avec la grande distribution, on s'intéresse au mètre carré et pas à la performance et pas aux parts de marché. Un peu comme si ouvrir un supermarché je sais pas, à Beauvais était équivalent à l'avoir dans la petite couronne parisienne. Donc, il y a un vrai biais sur la gestion de ces dossiers et je pense qu'il faut s'y intéresser. De la même façon, il y a un autre biais, c'est qu'aujourd'hui, on est dans des marchés où les choses vont être beaucoup rebattues, notamment par l'arrivée des marques chinoises. Et, et la nomination d'un importateur ne rentre pas en ligne de compte, voilà, n'est pas soumise à l'approbation de l'autorité de la concurrence. Je vous prends un exemple. BMW est tombé aujourd'hui en Martinique et Guadeloupe, ce qui vous montre voilà, que ce métier est difficile à faire et en même temps difficile à faire à petite taille. Le repreneur de BMW aujourd'hui, on le sait maintenant, c'est le groupe Parfait. Le problème de cela, c'est que le groupe Parfait est déjà en Martinique distributeur d'Audi et de Mercedes et de Land Rover et va devenir distributeur de BMW. Dans ce segment du véhicule premium, ils vont passer à 75% de part de marché. Alors, Monsieur Taube, est-ce que 75% de part de marché, c'est pas assez ou c'est trop? On peut s'interroger. Mais pour le coup, l'autorité de la concurrence n'aura pas l'occasion de s'interroger sur la question. Et ça, c'est un problème. Et donc ça, il faut le revoir. Alors, une chose, avant de vous poser une dernière question, qui m'a sidéré en m'intéressant aux Outre-mer, c'est combien les normes françaises et européennes sont souvent inadaptées, en fait, aux différents territoires d'Outre-mer. Notamment, il n'y a qu'un seul exemple, vous êtes dans le secteur de l'automobile et vous expliquiez à certains politiques qui avaient l'air de le découvrir que, par exemple, les moteurs de voitures qui arrivent dans des territoires où il fait très chaud, où il y a une très forte humidité, ne réagissent pas de la même manière au climat des Antilles ou de la Guyane que à ceux de l'Allemagne ou de la métropole. Et il y a un problème, je trouve, d'adaptation, de souplesse qui se pose en fait dans le champ économique. De façon assez cruelle et qui, j'imagine, est un très gros problème pour les acteurs économiques qui ne font, contrairement à ce que pensent ceux qui ne connaissent rien à l'économie, que dans de la dentelle, c'est-à-dire qui s'adaptent à chaque marché et j'ai envie de dire à chaque client. Oui, alors, cette question des normes est une question épineuse parce que il faut savoir ce qu'on veut aussi. Est-ce qu'on veut être dans l'ensemble national ou est-ce que voilà, les territoires d'outre-mer, eux, ne sont pas dans le champ des normes européennes. Nous, notre groupe, on est présent sur les départements-régions. Les départements-régions d'outre-mer ont déjà la capacité de singulariser un certain nombre de choses. Est-ce qu'on le fait de façon pertinente? Le problème, c'est que pour le faire de façon pertinente, il faudrait se parler beaucoup. On en revient à la discussion qu'on a eue tout à l'heure avec le député Riemann, et j'ai beaucoup apprécié sa franchise et sa simplicité dans la discussion. Mais pour qu'on puisse trouver des solutions gagnant-gagnant pour nos territoires, il faudrait qu'on ait l'occasion d'en parler, c'est-à-dire qu'on puisse être sollicité et qu'on fasse des propositions. Alors, il n'y a pas très longtemps, en Guyane, d'ailleurs, le député Castor a proposé que les pick-up, qui sont un véhicule singulièrement utilisé dans nos espaces, échappent à la règle du malus. Il a été soutenu par l'unanimité des députés de l'Assemblée, mais c'était rejeté par le gouvernement. Il faut aussi que le gouvernement euh, rentre dans la discussion, écoute les propositions de ces députés. Voilà, on est là, j'ai pas de réponse claire sur les normes, mais en tout cas, je suis sûr qu'on a besoin d'y travailler. Pour y travailler, il faut qu'on se mette autour de la table et Autour qu'on d'une discute. table, bien sûr. Une dernière question, Cyril Comte, qui est la même que j'ai posée aux autres intervenants et que je poserai tout à l'heure à Monsieur Larcher. On a un nouveau Premier ministre, un nouveau ministre des Outre-mer, mais enfin on a aussi un nouveau Premier ministre. Qu'est-ce que vous attendez de lui? Est-ce que vous attendez quelque chose de particulier ou est-ce que votre réponse sera la même que celle de David Riemann? Alors, bon, écoutez, alors moi, d'abord, ma réponse ne sera pas la même que celle de Dava Yeman. On a la chance, pour une fois,
Je vous dis, ça fait 25 ans que je fais ce métier dans les Outre-mer. C'est la première fois qu'on a la chance d'avoir un ministre des Outre-mer qui a potentiellement autant de pouvoir, autant d'aura, autant de capacité à mettre les sujets sur la table que Manuel Valls. C'est la première fois qu'on a un ministre des Outre-mer qui est ministre d'État. D'une certaine façon, ça replace l'Outre-mer au cœur du débat national, et c'est de ce dont on a besoin. Il a la capacité, il a l'autorité de faire avancer des sujets essentiels en Outre-mer. Et moi, ce que j'attends, c'est que, il s'attaque aux sujets difficiles, c'est-à-dire l'efficacité de l'action publique, la sécurité, en particulier face à la montée des trafics. Et je me permets au passage de saluer la proposition des sénateurs Jacques, Lurel et Bas autour de ce choc régalien. C'est absolument quelque chose d'essentiel pour le développement économique. Il a aussi la capacité de vraiment rentrer dans le débat sur le soutien au développement économique avec des solutions pragmatiques. Il faut dire cependant que il a donné l'impression d'avoir à nouveau tranché le vieux débat qui est responsable les entreprises d'outre-mer. On est des territoires singuliers où les entreprises qui réussissent partout en France, elles sont soutenues par les élus locaux. À nous, nos élus locaux et nos élus nationaux passent leur temps à donner l'impression que nous sommes coupables finalement des problèmes des espaces dans lesquels nous opérons. Eh bien, écoutez, je me permets de dire que c'est inexact. On n'est pas le problème, on est plutôt la solution. Tout à fait. Merci Cyril Comte, vous pouvez bien sûr rester avec nous. Je vais inviter Charles Larcher à nous rejoindre dans le débat. Peut-être que vous avez peut-être des éléments à dire sur ce que vous avez entendu. Charles Larcher, est-ce que vous êtes avec nous? Alors, on va vous donner le son. Alors, juste un instant. Charles Larcher, alors je vous vois. Juste le micro de Charles Ah, c'est Larcher. bon. Voilà. Oui, bonjour à toutes et tous et merci pour l'invitation ce jour. Merci à vous d'être là. Alors, avant que nous parlions, que nous revenions par où nous avons commencé, c'est-à-dire le salon de l'agriculture, les enjeux que vous portez notamment sur le rhum et le spiritourisme, est-ce que vous auriez un commentaire à faire sur ce que vous avez entendu depuis le début de ce forum, Monsieur Larcher? Alors peut-être un point sur effectivement le manque de proximité du monde économique et du monde politique. C'est aujourd'hui quelque chose que nous regrettons profondément au niveau des entrepreneurs martiniquais. Aujourd'hui, effectivement, nous ne soyons pas à même sur le territoire de construire une stratégie du développement du territoire. La notion de vie chère a été très étudiée dans beaucoup de territoires et singulièrement à La Réunion, quand on va sortir des Antilles, suite à la crise des Gilets jaunes. Un préfet de La Réunion a travaillé, a demandé à l'autorité de la concurrence, à la DGCRF, d'expertiser les comptes des entreprises et singulièrement ceux de la grande distribution et de la production locale. Qu'est-ce qui est ressorti? Que 80% du problème de la vie chère à La Réunion était lié à des problématiques de revenus, 20% à des problématiques de prix. En ce sens qu'à l'époque, à La Réunion, les prix étaient 8% supérieurs au national et qu'au niveau des revenus, on était 30% en deçà du national. La problématique, elle est là. On ne peut régler le problème de la vie chère qu'en développant l'emploi, qu'en développant la richesse du territoire. Nous avons trop de personnes dans le territoire qui vivent sous le seuil de pauvreté, trop de personnes sur le territoire qui vivent des minima sociaux. Et aujourd'hui, on sait qu'un territoire qui développe son économie, qui développe ses entreprises, qui développe l'emploi, permet une richesse donc des salariés, qui permet à ce moment-là d'améliorer la situation de vie chère. Et je pense que c'est un vrai sujet. Ne voir la vie chère que sur l'angle revenu, c'est vraiment le voir par le petit bout de la lorgnette. Moi, je suis dans le rhum, mais je suis aussi dans le domaine du chocolat. Le cacao coûtait, il y a de cela 5 ans, 3 000 euros la tonne. Aujourd'hui, il a 12 000 euros la tonne. Personne ne contrôle le prix du cacao, qui est 4 fois plus élevé qu'il n'était il y a 5 ans. On ne maîtrise pas les prix. Par contre, on peut maîtriser les revenus de son territoire en créant donc de la richesse via le développement des entreprises et le développement de l'emploi. Tout à fait. Alors, vous avez plusieurs titres et plusieurs engagements. Vous êtes le président de l'Association martiniquaise
pour la promotion de l'industrie. Et alors à ce titre-là, on se reverra très prochainement parce que en préparant ce débat, vous m'avez sensibilisé à un point qui est très important, c'est l'importance des industries dans les Outre-mer. Et puisqu'il y a un grand enjeu de souveraineté industrielle de la France, et ben on va travailler ensemble à un prochain forum qui portera au mois d'avril, certainement au tout début mai, sur la réindustrialisation de la France passe par ces outre-mer. Mais ça, ce sera pour une prochaine fois. Là, ce soir, vous êtes là, Charles Larcher, en tant que président du Codérom, vice-président, pardon, du Codérom Martinique. Alors, dites-nous en quelques mots ce qu'est le Codérom. Alors, le Quai des Roms, c'est une association qui regroupe donc l'ensemble des distillateurs du territoire. Donc, une dizaine de distillateurs sont présents en Martinique. Vous en avez à peu près la même quantité d'ailleurs en Guadeloupe. Il existe un Quai des Roms Guadeloupe. Et quand vous comparez le nombre de distillateurs que vous avez sur le territoire à ceux des autres territoires, vous vous rendez compte qu'à Barbade, il n'y a que 3 distillateurs. Ici, il n'y a qu'un seul distillateur. Donc, ça montre bien que, quelque part, la dynamique des distilleries sur le territoire martiniquais est forte. Très bien. Alors, moi, je dois vous dire, alors ce n'est que mon expérience personnelle, mais lorsque je suis arrivé pour la première fois en Martinique au mois de novembre, j'ai découvert ce trésor euh, qui est le rhum. Alors, il se trouve que, avec modération, évidemment, je suis un grand amateur de cognac et d'armagnac, mais je ne connaissais pas le rhum comme je connaissais le cognac et l'armagnac. Alors, est-ce que c'est parce que je vis sur une autre planète ou dans un village isolé, ou est-ce que vous êtes d'accord avec cette perception, à savoir que le rhum, qui est vraiment un trésor, qui est vraiment une des excellences de la Martinique, je crois que d'ailleurs c'est la seule appellation d'origine contrôlée de rhum, elle est martiniquaise. Est-ce que vous êtes conscient qu'il y a un gap à franchir pour que tous les Français connaissent véritablement ce joyau de la gastronomie française? Cela a toujours été et ça restera toujours notre ambition. Aujourd'hui, quand nous produisons sur le marché martiniquais, donc produisons dans nos distilleries 20 millions de litres de rhum, il y a 15 millions de litres qui sont vendus sur l'Hexagone. Donc, on a aujourd'hui, c'est notre premier marché de très loin, parce qu'aujourd'hui, le développement de notre filière passe effectivement par l'exportation. Aujourd'hui, le rhum martiniquais est présent dans plus de 100 pays dans le monde, et notre volonté, c'est de continuer ce développement vers l'exportation. Le marché local ne représente que approximativement 20% du volume que nous produisons. D'accord. Et du coup, quelles sont les marges de développement de ce marché du rhum? Encore une fois, on en parle parce que comme il y a le salon de l'agriculture, je voulais qu'on mette en avant des aspects à la fois positifs, créatifs et qui sont encore une fois les richesses. On a commencé avec la banane, on va finir tout à l'heure avec le cacao. Vous êtes là pour parler du rhum. Donc, pour moi, ça me paraissait très très important d'en parler. Quelles sont les marges et quel est l'état du marché et du secteur dont vous êtes à la tête? Alors aujourd'hui, vous avez 4 grands piliers dans l'agriculture martiniquaise. Donc, tout à l'heure, on a eu M. Permonteux donc, pour la partie banane. Vous avez la partie élevage, la partie diversification et la partie rhum. Et effectivement, la partie filière canne-sucre-rhum, une filière très structurée, regroupe aujourd'hui 180 planteurs de canne sur les territoires, une dizaine de distilleries, 10 distilleries et une sucrerie. Et aujourd'hui, cette structure, donc Cannes Sucre Rhum, investit énormément dans une dynamique qui est la dynamique du spiritourisme, puisque nous investissons chaque année en moyenne 10 millions d'euros par an pour optimiser nos sites et faire en sorte qu'ils soient à même de encore mieux recevoir les touristes et leur faire vivre une expérience qu'ils n'oublieront pas. Alors, c'est Nous quoi le savons. spiritourisme, alors, justement? C'est quoi le spiritourisme? Alors nous le définissons comme effectivement la valorisation patrimoniale et durable de l'univers de la canne, du sucre et du rhum. C'est aujourd'hui, c'est vrai, une dynamique qui existe aussi au niveau national, qui se rapproche de l'œnotourisme, qui est quelque part notre grand frère, puisque la France est un pays remarquable au niveau du développement de son œnotourisme. Et c'est vrai que le spiritourisme était un petit peu le parent pauvre en la matière, et nous avons donc travaillé et œuvré pour qualifier, structurer, mettre en place ensuite une dynamique autour de ce spiritourisme. En Martinique, aujourd'hui, nous recevons dans nos distilleries entre 600 000 et 700 000 personnes qui, qui vont visiter nos distilleries. Nous sommes la première région spirituiste de France. Donc, c'est une fierté pour nous de la Martinique. Et il est clair que
le fait d'être un rhum AOC est sans aucun doute un atout qui nous a permis de développer cette stratégie touristique. Très, très bien. Il ne faut pas oublier que cette filière, canne sucre rhum, a trois grandes dimensions. Une dimension agricole pardon, par la canne à sucre, une dimension industrielle par ses distilleries et sucreries, et puis une dimension culturelle et de service par le spiritourisme. Et donc, quelque part, c'est une possibilité d'avoir une création de valeur optimale et de développer l'attractivité du territoire. Nous sommes un territoire qui doit développer, continuer à développer son attractivité, et le spiritourisme est un des atouts que peut utiliser effectivement notre filière pour structurer son offre touristique. À Cuba, ils ont le cigare. En Martinique, vous avez le rhum. Tout à fait. Nous, on le positionne comme ça. Nous sommes le seul rhum au monde qui soit AOC. La France est un pays d'excellence au niveau des spiritueux et au travers de ce label AOC, nous reconnaissons ce savoir-faire, cette excellence. Il est important pour nous, au niveau de la Martinique, de traduire cette excellence aussi d'un point de vue économique au travers du tourisme. Quelque part, on dira que le spiritualisme, pour nous, et le rhum AOC Martinique, c'est un art de vivre à la française dans la Caraïbe. C'est quelque chose de très important et qui renforce la création de la marque Martinique. Cette marque Martinique, Martinique Terre de Rhum, c'est un point qui pour nous est très important. Est-ce que les amateurs de rhum martiniquais pourront en déguster sur le salon de l'agriculture ces jours-ci? Bien sûr, nous avons un stand donc AOC Martinique qui est présent depuis maintenant plus de 30 ans sur le salon de l'agriculture. Nous participons bien entendu au concours concours général agricole est très important pour nous au travers des médailles que nous pouvons recevoir et qui nous permettent ensuite d'aller en Australie, au Japon, aux États-Unis, en, quelque part expliquer en quoi la terre de la Caraïbe est à même de produire un rhum d'excellence, au même titre que l'est aujourd'hui le cognac ou le champagne. Voilà. Merci, Monsieur Larcher. Alors, bah, dans la foulée de ce que vous venez de nous dire, on va écouter, ça va durer 3 minutes, Madame Cora Bernabé, qui n'a pas pu être là avec nous en direct, qui est la présidente filière cacao en Martinique, Val Cacao, pour laquelle j'ai vraiment eu un coup de cœur. Vous allez voir ce qu'elle nous dit est très intéressant. Euh, Radouane, si tu peux lancer la vidéo, et ça va nous donner envie, avec un bon rhum, de prendre un bon chocolat. N'est-ce pas? Vous en êtes la présidente. Oui, c'est ça. Valcaco, c'est l'association, comme vous l'avez dit, des producteurs de cacao de Martinique, qui a été créée en 2015. Euh, et en réalité, fin des années 2000, il y a eu une volonté de voir renaître une filière cacao en Martinique, qui a été un gros pays producteur de cacao fin du XVIIe siècle. Et, euh, et fin des années 2000, la conjoncture a permis que les acteurs se réunissent et que l'opportunité soit là pour relancer cette filière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les coûts de main-d'œuvre qu'on a chez nous, il fallait de toute façon, et la taille du territoire, il fallait de toute façon aller sur un produit à très haute valeur ajoutée, ce qui aujourd'hui est rendu possible dans la conjoncture actuelle. D'accord. Alors, vous parlez de forte valeur ajoutée, c'est-à-dire que vous produisez dans l'association du cacao responsable, écologique, de grande qualité gustative. Oui, c'est ça. Alors, c'est vrai qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect durabilité, traçabilité, donc zéro produit phytosanitaire, voilà, une culture propre, de l'agroforesterie, donc on plante sous couvert forestier. Et puis derrière, il y a l'aspect gustatif parce qu'on a de la chance d'être dans la zone Caraïbe. Et il faut savoir que il y a 8 pays au monde producteurs exclusifs de chocolat fin. Et parmi ces 8 pays, 7 d'entre eux font partie de la Caraïbe, du bassin caribéen. Donc le terroir caribéen, ce terroir un peu volcanique, est vraiment propice à développer des notes aromatiques intéressantes sur le cacao, sur le chocolat. D'accord. Alors, en fait, le cacao, c'est toute une histoire pour vous parce que je crois que votre grand-père avait une exploitation, si je ne trompe pas, de cacaoyer. Et puis là, vous disiez que juste avant, qu'il n'y avait plus de cacao dans les Antilles depuis des siècles. Donc, finalement, vous réécrivez, vous redonnez vie à l'histoire et de façon positive et créatrice de valeur, de richesse, d'emploi et de bonnes choses.
on essaye du coup d'allier tradition et innovation. Et ça, c'est vrai qu'il y a mon histoire personnelle avec mon grand-père et le cacao, mais chaque Martiniquais, au fond, a une histoire positive avec le cacao. Et quelle que soit la couche socio-professionnelle à laquelle on appartient, en réalité, on a tous un grand-père, une grand-mère, un oncle, une tante qui avait un cacaoyer au fond du jardin. Et le cacao n'a jamais été, en tout cas dans nos têtes, dans notre inconscient collectif, uniquement une culture de rente ou de capital. C'est d'abord une culture patrimoniale et c'est aussi, à mon sens, ce qui rend possible la réémergence de cette filière aujourd'hui et essayer, comme vous dites, de lui redonner ses lettres de noblesse. D'accord. Et ce cacao, il est vendu dans l'Hexagone, on le trouve à Paris, à Strasbourg, à Marseille et ailleurs, où est-ce qu'il est diffusé en fait? Oui, il est vendu en France, il est vendu pas mal alors beaucoup en France, un peu en Europe. On reste encore sur des quantités confidentielles, elles le seront toujours au fur et à mesure de l'évolution des quantités. On peut le trouver par exemple à Paris, à l'étage des Galeries Lafayette, avec des chocolatiers comme Weiss, qui eux sont à Saint-Étienne, qui est un gros chocolatier fin français, et après chez d'autres chocolatiers partenaires qui font ce qu'on appelle du bean to bar. Donc, ils partent de la fève et ils arrivent à la tablette. À Paris, on a Ras Chocolat. À Lille, il y a Encuentro. À Nantes, à Caoyer, Monsieur Chocolat. Et puis sur le salon de l'agriculture auquel vous allez participer, Cora Bernabé, je vous remercie. Euh, Merci beaucoup. bon salon de l'agriculture et puis surtout, j'espère que les participants du forum n'auront qu'une envie après ce deuxième forum Opinion Outre-mer, c'est d'aller manger du bon, très bon chocolat fin produit par le réseau des membres de Val Cacao. Merci beaucoup. Merci à vous, Michel Tov, et merci pour la Voilà, alors c'est sur cette note chocolat et rhum que l'on va terminer ce deuxième forum Opinion Outre-mer. Je voudrais vous remercier et vous donner deux rendez-vous. Les deux prochains forums dont je peux vous annoncer que le prochain, le lundi 10 mars à 18 h heure de Paris, portera sur la visite de Manuel Valls aux Antilles, enjeux, risques et solutions. Nous aurons notamment la participation de Madame Catherine Conconne, sénatrice de Martinique qui a confirmé sa présence et d'autres intervenants bien entendu. Et le 24 mars suivant, donc exactement dans un mois, nous aurons un forum sur ce choc régalien de l'État dans les Outre-mer dont nous avons parlé un peu plus tôt, avec la présence notamment du sénateur Étienne Blanc, qui est le co-auteur de la proposition de loi sur la lutte contre le narcotrafic, qui a été votée à l'unanimité du Sénat il y a quelques jours, quelques semaines, et qui viendra nous parler avec d'autres intervenants. Nous aurons des spécialistes de ces questions de régalien. Voilà, donc Manuel Valls aux Antilles, c'est pour le 10 mars, et le retour du régalien dans les Outre-mer pour le 24 mars. D'ici là, je vous invite à revivre d'un jour à l'autre, probablement dès demain, ce forum Opinion Outre-mer à la une d'Opinion Internationale. Et je vous invite à lire également la rubrique Opinion Outre-mer que nous animons à la une d'Opinion Internationale. Et permettez-moi ce soir, comme nous sommes le 24 février, de parler pendant 10-20 secondes d'un autre sujet que les Outre-mer, mais finalement tout est lié. Comme vous le savez, il y a 3 ans, se déclenchait la guerre, l'invasion de l'Ukraine par la Russie de Vladimir Poutine. 3 ans après, je vous invite à lire l'édito que nous avons publié ce matin et je puis vous annoncer en presque exclusivité que ce livre qui est derrière moi, alors, qui s'appelle Ma guerre illustrée d'Ukraine, d'un extraordinaire illustrateur de presse que vous pouvez lire à la une d'Opinion Internationale tous les jours. Nous allons publier le tome 2 de sa guerre illustrée d'Ukraine, qui paraîtra début mai et dont la préface du tome 2 a été écrite par Gabriel Attal, ancien Premier ministre, mais aussi président du groupe d'amitié France-Ukraine à l'Assemblée nationale et qui a des origines ukrainiennes à lui personnellement. Voilà, je tenais à faire cette note d'actualité en cette journée à la fois très triste, bien entendu, de ce troisième anniversaire de cette sale guerre,
je voulais vous en parler. Mais merci encore une fois à tous les intervenants du Forum Opinion Outre-mer. Merci pour votre participation et rendez-vous dans 15 jours pour le forum numéro 3. Bonne soirée, merci à vous.